Histoire de... Alors, je prends pas ma casquette. Moi, je suis pas historien. Je suis historien du droit. Donc, pour les historiens, je suis un juriste. Et pour les juristes, un historien. Donc, je suis nulle part. Mais c'est comme ça. S'il y en a qui veulent faire histoire du droit, sachez-le, vous serez apatride. Non, pour essayer de libérer une chose qu'on dit à chaque fois, uchronie et révisionnisme sont deux mots totalement antithétiques. C'est très simple. Très simple. Pour faire une uchronie, le point de départ, c'est d'accepter l'histoire comme elle est. Donc c'est l'anti-révisionnisme par excellence. Pour écrire une uchronie, il faut d'abord connaître l'histoire comme elle est pour savoir ce qu'on va faire comme uchronie. Donc accuser l'uchronie de révisionnisme, c'est une aberration intellectuelle. C'est pas possible, puisqu'un auteur d'uchronie doit d'abord prendre comme point de départ l'histoire telle qu'elle est. Et ensuite, le fait qu'il imagine l'histoire telle qu'elle pourrait être, telle qu'elle aurait pu être, telle qu'elle sera peut-être, etc., on est dans l'imaginaire. Donc, uchronie et révisionnisme n'ont rien à voir ensemble. Absolument rien. Et quelqu'un qui veut vraiment faire du révisionnisme et dire que tel ou tel événement, tel ou tel massacre, tel ou tel génocide, telle ou telle horreur n'a pas existé, il ne va pas écrire une uchronie du tout. Il va écrire un essai où il va attaquer les sources historiques, etc. Et juste pour terminer le laïus chiant, n'ayez pas une vision idolâtre de l'histoire. L'histoire, ce sont des faits. Les faits sont avérés, ils sont scientifiquement vérifiés, ils sont incontestables, comme dans une démarche scientifique normale. Tout le reste, c'est de l'interprétation. C'est de la lecture. Vous savez, quand Marc Bloch, en 1900, dans les années de la Seconde Guerre mondiale, avant d'être déporté et exécuté, décrivait le fief et le fonctionnement de la seigneurie au Moyen-Âge, il le faisait en fonction de son environnement, des connaissances qu'il avait à sa disposition à son époque. Aujourd'hui, lorsqu'un historien contemporain comme Jacques Le Goff, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, décrivait le fief, il ne décrit pas le fief, la seigneurie féodale, de la même manière que Marc Bloch. Ayez bien conscience qu'un historien, à part les faits qui sont certains, vérifiés et dans les archives, il construit des modélisations et c'est tout. C'est des constructions intellectuelles, l'histoire. C'est pour ça qu'on parle d'historiographie. Parce qu'on ne regarde pas les sociétés de la même manière en fonction... Il y a, juste pour dire un mot, il y a un très bon historien britannique qui s'appelait Arnold Toynbee. Arnold Toynbee qui a écrit une histoire magistrale, une histoire de l'humanité en plusieurs volumes. Et il disait, l'historien est l'esclave de son époque, comme le potier l'est de l'argile. C'est-à-dire que même si un potier est très talentueux, si entre les mains il a une argile trop sèche ou trop humide, il ne va pas faire les mêmes poteries. L'historien, c'est pareil, il est dans son époque, comme l'auteur de science-fiction. Il appartient à une époque, il appartient à un contexte, il voit ce qui se passe dans le monde, etc. Et quelle que soit sa rigueur scientifique, au-delà des faits, il est poussé dans une certaine direction, comme par un vent. Et forcément, eh bien, il fait des interprétations. Et au fond, l'uchronie, ça n'est juste qu'une forme d'interprétation, simplement, elle est clairement assumée comme une fiction, c'est tout. Donc elle est rafraîchissante de ce point de vue-là. Dans Le Maître du Haut-Château, Philippe Dick imagine donc les États-Unis envahis par les Japonais et met en scène un écrivain qui écrit une fiction où les États-Unis ont gagné la guerre. C'est Le Maître du Haut-Château. C'est évidemment une uchronie mise en abîme, et chez Christopher Priest, il y a aussi cette mise en abîme du processus uchronique dans la séparation. D'habitude, il y a un point de divergence et on voit jusqu'où peut aller l'histoire. C'est le cas de la plupart des histoires uchroniques. Chez Chris, on ne sait pas très bien où on arrive. C'est assez ambigu. Cette ambiguïté est voulue, Chris? I don't want to talk too much about the separation, but it's the only one I've written that deals with this subject, so I have to keep coming back to that. I said earlier that I dealt with a number of events which had an effect on history. One of them was that Stefan mentioned, the arrival in Scotland of Rudolf Hess in 1941. That incident
itself is a kind of uchronie. There are all sorts of problems with the story as it happened. There are all sorts of problems with the kind of aircraft he flew and the range it had, whether or not it could even achieve the flight which took place. There are also questions about Hess's ability to fly the thing. There are also questions about his state of mind, that he was widely believed to be insane. So as a novelist taking an interest in history, you suddenly find all sorts of questions arising. What can we actually believe? There are certain events we know, but what is the actual truth about them? So there was that. And then I discovered there was a theory that Rudolf Hess wasn't Rudolf Hess, but an actor imitating him. And that for some reason, this apparently a Swiss citizen was persuaded to fly to Scotland, pretend to be Rudolf Hess, as some sort of scheme by Hitler to distract attention from the fact that he was about to invade the Soviet Union. It's very complicated. On revient toujours à la séparation, mais c'est le seul livre que j'ai vraiment écrit qui est dans le sujet. Je disais tout à l'heure qu'il y a dans ce livre un certain nombre d'événements qui influencent l'histoire, donc toute une séquence qui vient s'accumuler et qui influence l'histoire. L'un de ces événements que Stéphane a évoqué tout à l'heure, c'est l'arrivée de Rudolf Hess en Écosse en 1941. Et donc cet incident en lui-même est une matière uchronique à part entière, puisque dans l'histoire telle qu'on la connaît, il y a tout un tas d'incohérences et de zones d'ombre et de choses étranges. Par exemple, il y a tout un tas de problèmes qui sont posés par le type d'avion, son rayon d'action, les capacités même de Hess, est-ce qu'il était vraiment capable de piloter un avion comme ça, l'état d'esprit dans lequel il est arrivé, apparemment il avait l'air complètement fou, etc. Enfin, en tout cas on le considérait comme tel. Bref, il y a tout un tas de problèmes et de questions et d'incohérences. Ça, il y a les faits, et puis après, ce qui m'attire en tant qu'auteur, c'est de me poser des questions et de voir comment on peut interpréter les choses. Donc parce que, voilà, on nous présente les événements tels qu'ils sont, et après du coup on se pose la question, on se dit comment est-ce que ça a pu arriver, quelle est la vérité qu'il y a derrière. Et je suis tombé sur une théorie que je trouvais intéressante, qui est que la personne qui aurait atterri en Écosse en 1941 n'était pas Rudolf Hess, mais en fait un acteur qui était payé pour l'imiter, qui aurait été potentiellement un citoyen suisse, qui aurait été persuadé de piloter un avion jusqu'en Écosse. Tout ça aurait fait partie d'une énorme machination d'Hitler, de manière à distraire la Grande-Bretagne de l'intention allemande d'envoyer l'Union soviétique. Donc quelque chose de vraiment très compliqué. The realization that Hess might have been an actor reminded me that most of Winston Churchill's major speeches were actually made by an actor, not by Winston Churchill himself. That de Gaulle himself had a double who was sent out to appear whenever he needed to appear. Hitler had several doubles. The last surviving footage of Hitler on film is actually one of the people who imitated him. That Field Marshal Montgomery had a double, Eisenhower had a double, and I began to think at this point that history was completely suspect. That in fact World War II had probably been fought by actors. Et quand je me suis rendu compte donc, que cette histoire que Hess aurait pu être joué par un acteur, ça m'a fait me rappeler que finalement la plupart des grands discours historiques de Churchill ont été lus et présentés par un acteur. De Gaulle également avait un double, un sosie qui apparaissait quand il avait besoin de faire une apparition publique. Hitler avait lui aussi plusieurs sosies. D'ailleurs, parmi les dernières images qu'on a qui survivent de lui, c'est en fait un acteur, c'est pas lui. Field Marshal Montgomery avait un double, etc. Enfin, tout le monde quasiment tout le monde avait un double comme ça. Parce que là, ça m'a fini par trouver ça extrêmement suspect. Je me suis dit, si ça se trouve, la Deuxième Guerre mondiale a été combattue par des acteurs. It continues into the present day. Saddam Hussein had 12 doubles, which if you think about it, it's probably the 11 worst jobs in the world. Et ça continue à l'heure actuelle. Par exemple, Saddam Hussein avait 11 sosies, il avait 11 doubles. Si vous y réfléchissez, c'est probablement les 11 boulots les plus pourris de l'existence.
simplement pour reparler 2 minutes de S, c'est pour dire que ce personnage et les zones d'ombre qui s'attachent à son déplacement en Angleterre et donc à Glasgow en particulier, donc en Écosse, et tout ce qui suit ensuite à travers son procès à Nuremberg, puis son incarcération à Spandau, à côté de Berlin, crée un certain nombre de zones d'ombre qui m'a poussé à m'interroger en fait sur ce qui s'était passé réellement, et ça fait partie intégrante de la tétralogie, parce que voilà, à partir du moment où on parle d'une rencontre du troisième type qui aurait pu avoir des nazis, finalement ce qui est arrivé à Rudolf Hess, ça peut paraître aussi improbable que cette rencontre du troisième type. C'est quelqu'un qui, quand il est arrivé à Glasgow, a été déclaré fou par les services secrets britanniques. Mais à Nuremberg en 1945, on s'est posé la question à un moment donné si on allait le juger ou pas, en se demandant s'il était fou, et on a fini par le déclarer saint d'esprit. C'est ces mêmes alliés qui le déclaraient fou la veille. Et ensuite, quand on l'a incarcéré donc en Allemagne, on lui a interdit de parler à sa famille en privé pendant toute la durée de sa détention, et il était en permanence au moment des parloirs assisté par un officier russe et par un officier américain qui donc surveillait tous les propos qu'il pouvait tenir et lui interdisait de parler de politique, d'histoire et du Troisième Reich. Pourquoi créer autant de barrières si le type est fou? C'est une des questions que cette histoire-là pose, bien évidemment. Hugo, si on écoute Chris et Stéphane, on nous cache tout, on nous dit rien. C'est là où on tombe sur le point, la théorie du complot. non, mais soyons sérieux, quoi. L'histoire, elle est invraisemblable, on est d'accord. Quand vous voyez que la moitié des rois de France et d'Angleterre étaient fous, quand vous avez un roi de France qui adopte un roi d'Angleterre pour pouvoir résoudre une guerre dans un traité, quand vous avez Robespierre qui se tire une balle dans la joue et juste après se fait guillotiner, l'histoire est pleine d'invraisemblances. Des invraisemblances pas contrefactuelles, des invraisemblances factuelles, parce que le fait peut être totalement fou et dépasser complètement tout ce qu'on peut imaginer en fiction. Au fond, on est extrêmement prudent, nous, quand on écrit des uchronies, on cherche désespérément à être crédible, mais regardez l'histoire autour de vous. Vous avez vu le monde aujourd'hui qui est le nôtre? Si quelqu'un avait écrit une uchronie sur notre monde actuel, l'état aujourd'hui du monde, il y a 15 ans, 20 ans, vous auriez crié au scandale invraisemblable, à l'incohérence. Vous êtes fous, quoi, mais comment on peut écrire des choses pareilles? Et pourtant, c'est la réalité. Donc moi, je ne crois pas du tout à la théorie du complot, en fait. Je m'en méfie d'ailleurs, comme de la peste. C'est-à-dire que dès que quelque chose a l'air vraisemblable, cohérent, prévisible et programmé, vous pouvez être sûr que c'est des conneries. C'est où de la science-fiction et de l'Uchronie, et là, allez-y à fond et rigolez bien. Mais si ça vous est présenté comme quelque chose qui est une explication rationnelle du monde, fuyez, quoi. Parce que l'histoire vous surprendra toujours. L'événement échappe à toute tentative de contrôle, et bien souvent des événements déclencheurs de changements majeurs arrivent complètement sans qu'à aucun moment vous ayez été en mesure de dire ah, attention là, ça va arriver, quoi.